Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les questions d'actualité au gouvernement, c'est à suivre sur notre antenne en direct à partir de 15h. Parmi les thèmes abordés cet après-midi, le renforcement des forces de sécurité, le budget de la santé, notamment le report du tiers payant et l'installation des médecins, ou encore le Grand Paris. Emmanuel Macron en déplacement en Guyane dans un climat tendu après le mouvement social du printemps qui avait paralysé le plus grand département français. Le chef de l'État devrait annoncer des mesures de lutte contre l'insécurité et l'immigration illégale. Qui va payer la taxe sur les dividendes? L'État est en pleine discussion avec le patronat. Bruno Le Maire appelle au sens civique des entreprises alors qu'une trentaine d'entre elles a décidé de porter plainte et exige d'être remboursées. Les explications dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Mickaël Zamès en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, je le disais, les questions d'actu vont commencer dans moins d'un quart d'heure. Quels vont être les thèmes cet après-midi ? Eh bien, un programme particulièrement chargé cet après-midi, Delphine, pour cette séance de questions d'actualité. Notamment, vous l'avez dit, avec des questions sur la sécurité et sur le Grand Paris. Et tout d'abord, c'est la sénatrice des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi-Sassone, qui va interroger Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, sur la problématique du logement. Pierre Charon, le sénateur de Paris, va lui interpeller et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sur la circulation et la pollution dans Paris, alors que les voies sur berge rive droite ont été fermées il y a un an maintenant. Et puis, autre grand sujet d'actualité, le PLFSS 2018. Les députés ont commencé à l'examiner mardi. On sait désormais que le tiers payant ne sera pas généralisé au 1er décembre. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, va être interrogée sur cette question par le socialiste Bernard Jomier. Puis la santé toujours, avec une deuxième question, cette fois-ci sur les médecins libéraux. François Patria, le président du groupe La République En Marche au Sénat, va lui interpeller le Premier ministre Édouard Philippe sur la révision de la directive travailleurs détachés, alors que la France, on le sait, a obtenu le durcissement avant-hier de cette directive. Voilà, Delphine, donc pour le programme de cet après-midi. Merci à vous, Saveria. Et justement, on va retrouver Mickaël Zamès avec son premier invité, le sénateur LR de Paris, Pierre Charon. Pierre Charon, qui va donc poser une question sur Paris, notamment sur la pollution, question de l'automobile également. Quel est le sens de votre question? Quelle est la philosophie de votre question? Je ne peux pas tout vous dévoiler maintenant. On imagine bien, monsieur Charon. Je la pose tout à l'heure, mais ça sera pollution, circulation, Jeux Olympiques. 3 bons thèmes. On ne peut plus continuer comme ça. Toute la France, tous les provinciaux, tous les banlieusards râlent, et les Parisiens aussi. J'exprimerai donc auprès du ministre d'État un certain nombre de complaintes que les Parisiens ont, étant porteurs de leur voix, puisque élus parisiens. Le ministre, que peut faire le ministre alors que c'est la mairie aujourd'hui qui est en charge? Finalement, vous visez, à travers votre question, c'est Anne Hidalgo que vous visez, non pas le ministre d'État. Exactement. Mais je pense qu'il peut nous donner un petit coup de main par le biais du préfet de police, qui est donc sous ses ordres et qui peut quand même ne pas être d'accord avec un certain nombre de choses qui sont faites aujourd'hui, qui fait que Paris sera demain une des villes les plus embouteillées d'Europe. On va poser une question également sur l'actualité de votre parti politique, donc les Républicains. Il y a des exclusions, il y a n'a pas eu le quorum nécessaire pour appliquer le vote à l'exclusion, notamment des constructifs. Jusqu'à quand ça va durer en fait, ce spectacle que vous donnez aujourd'hui? Je suis désolé pour le spectacle, c'est sûr. Ça finira mardi prochain. Les votes ont été faits. On s'est aperçu à la fin des votes individuels que finalement, il n'y avait pas le quorum. C'était un peu ridicule pour les Français en même temps. Bernard Accoyer a eu raison de faire attention à tout, puisque nous avons affaire à des gens qui font beaucoup de procédures. Et donc, il fallait qu'on soit clean là-dessus. Il n'y a pas le quorum, c'est pas valable, on fait attention. Voilà. Et à partir de ce moment-là, mardi soir, ça sera terminé pour un bon moment. On ne peut pas à la fois, comme l'a recommandé le rapport, être suspendu durant le temps où on est ministre et ensuite revenir tranquillement s'asseoir sur un strapontin au parti. C'est impossible. Enfin, arrêtons les conneries. Donc, ils ont été exclus. Ça a été voté avec une large majorité. Il n'y a pas le quorum. Alors, on a l'air d'imbécile en disant ça. C'est le dîner de cons, comme disait Rachida Dati. Vous êtes d'accord avec elle?
Mais je suis d'accord avec elle. J'ai passé 2 heures à voir ce qui se passait, à discuter, à ferrailler. Et à la fin, on nous dit, vous avez voté, mais ça compte pas. C'est pour du beurre. Mais je défends Bernard Accoyer sur cette stratégie ridicule, parce que comme ça, nous sommes impinsables. Et donc mardi, terminé, fin du feuilleton. Absolument, fin du feuilleton. Et bonne chance à tous. Merci beaucoup Pierre Charon, vous écoutera évidemment poser votre question, ça sera vers la fin des questions d'actualité. À tout à l'heure Delphine pour d'autres réactions. Merci beaucoup Mickaël. Emmanuel Macron en Guyane pour une visite sous tension. Le chef de l'État va rester 2 jours sur place. Il est attendu de pied ferme par les habitants. Les revendications sont nombreuses. Beaucoup réclament un rattrapage économique et social du département. Cécile Sixou. Emmanuel Macron le sait bien, son déplacement en Guyane est un déplacement en terrain miné. Les Guyanais sont toujours en colère malgré l'accord signé au printemps dernier qui mettait fin à un conflit social de 5 semaines et promettait 3 milliards d'euros d'aide pour la région. En 6 mois, les habitants ont l'impression que rien n'a changé et sont toujours exaspérés par des problèmes d'insécurité, d'immigration, mais aussi le manque de moyens et d'équipements en matière de santé, d'éducation et de justice. Ils attendent du chef de l'État qu'il fasse du développement de la Guyane une priorité absolue. De son côté, Emmanuel Macron compte bien rappeler qu'il tiendra ses engagements, à savoir respecter l'accord signé par le précédent gouvernement avec un objectif, prendre les problèmes à la racine. Accompagné de Jean-Claude Juncker et plusieurs ministres, il débutera sa visite cet après-midi par Maripasoula, une commune touchée par des problèmes d'immigration. La Catalogne toujours en pleine confusion alors que le président catalan devait s'exprimer. On vient d'apprendre que son allocution a été annulée sans explication. Ce matin, Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, était auditionnée par les sénateurs et elle s'est exprimée sur la situation en Catalogne. On l'écoute. C'est de plus d'unité qu'on a besoin, pas de plus de division et certainement pas de division décidée d'une manière qui ne répond pas à l'état de droit, qui ne répond pas à l'ordre constitutionnel. Alors bien sûr, il y a une crise en Espagne, et bien sûr, ce que nous souhaitons tous, c'est que l'Espagne puisse sortir de cette crise. Je ne suis pas convaincue que c'est par une interférence étrangère qu'on contribuera au dialogue, qu'on contribuera à l'expression de la démocratie. Mariano Rajoy a appelé à des élections en Catalogne. Il n'est pas interdit au président de Catalogne de faire de même. Je crois que c'est peut-être, mais je le dis en tant qu'observatrice, on n'a pas de conseil à donner, mais c'est peut-être un moyen de remettre les idées en place et de savoir qui veut quoi dans cette partie de l'Espagne. Internet pour tous sur tout le territoire. Le gouvernement en avait fait la promesse, mais le compte n'y est pas. Les sénateurs ont donc alerté l'ARCEP. C'est l'autorité de régulation des télécoms. Samia Dechir. C'est au Sénat qu'Emmanuel Macron en a fait la promesse. Un accès à une connexion Internet rapide d'ici 3 ans sur tout le territoire. Le gouvernement s'est engagé à assurer un très bon débit pour tous dès 2020, soit une connexion de 8 mégabits par seconde. 2 ans plus tard, soit en 2022, tous les Français doivent avoir accès à une connexion très haut débit de 30 mégabits par seconde. Les sénateurs ont voulu savoir si les opérateurs pourraient tenir des échéances aussi proches. En juillet dernier, ils ont donc saisi l'ARCEP. L'autorité de régulation des communications s'est prononcée hier en tirant la sonnette d'alarme. Si nous tirons des droites à partir des rythmes actuels de déploiement, eh bien, nous serons en retard. Nous voyons que ces déploiements s'achèveront au mieux en 2023. Donc ça veut dire non seulement pas en 2022, mais pas non plus en 2020, qui était l'objectif sur lequel ces acteurs s'étaient engagés en 2011. Pour accélérer le rythme, l'ARCEP s'est dite favorable à une proposition des sénateurs, rendre contraignants les engagements des opérateurs. Aujourd'hui, s'ils ne les respectent pas, ils ne risquent aucune sanction. Non seulement ils ont pu choisir les secteurs rentables, mais en plus ils ne tiennent même pas leurs engagements. Donc la moindre des choses, quand un opérateur dit je vais aller sur ce secteur, s'il ne tient pas ses engagements, s'il y a un retard sur ses déploiements, eh bien qu'il soit sanctionné. C'est une règle de droit qui s'applique pour tout le monde, sauf pour les opérateurs. Fort de l'avis favorable de l'ARCEP, plusieurs sénateurs préparent une proposition de loi pour créer un dispositif de contrôle. La suite de la taxe sur les dividendes, l'État va devoir trouver 10 milliards. C'est un véritable casse-tête pour l'exécutif qui en appelle donc au sens civique des entreprises, alors que certains patrons exigent d'être remboursés. Jérôme Rabier. C'est la première plainte déposée pour faire rembourser à l'État la taxe sur les dividendes indûment perçus.
30 entreprises de l'ouest de la France attaquent l'État pour concussion, c'est-à-dire pour le paiement d'une somme qu'ils savaient illégitime. Des sommes qui peuvent atteindre plusieurs centaines de millions d'euros pour les plus grandes entreprises françaises, comme Total par exemple. L'État a promis que les contribuables ne seraient pas mis à contribution pour régler la note, tout en chargeant le gouvernement précédent que le ministre de l'économie a taxé d'amateurisme, estimant qu'il s'agissait d'un scandale d'État. Mais pour les ministres de l'époque, ces attaques sont une diversion, puisque l'État a les moyens de taxer autrement les grandes entreprises concernées. Et la question qui est posée, c'est aux entreprises qui l'ont payé. Est-ce que l'État doit les rembourser? Qu'est-ce que va faire l'État? Il va mettre une taxe pour pouvoir rembourser des entreprises. Donc en fait, c'est un jeu nul, c'est un jeu. C'est un problème qui concerne l'État et les grandes entreprises. Ça ne concerne pas les Français. L'actuel gouvernement a d'ores et déjà provisionné 5,7 milliards d'euros sur le quinquennat pour rembourser, mais cela ne suffira pas car la note s'élèverait à 10 milliards d'euros. Une taxe exceptionnelle sur les grands groupes au chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard pourrait être créée pour compenser les remboursements. Une solution qui permettrait de prendre aux mêmes entreprises d'un côté ce qui leur serait rendu de l'autre. Reste à en fixer le cadre juridique pour ne pas connaître une nouvelle fois la censure du Conseil constitutionnel. Et on retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Mickaël Zamès, et votre invité, le sénateur André Gattolin, sénateur de La République En Marche des Hauts-de-Seine. Oui, avec beaucoup de monde aujourd'hui, salle des conférences, quelques minutes maintenant des questions d'actualité. André Gattolin, vous venez de saluer d'ailleurs le ministre Julien Denormandie qui est en charge du logement. Vous avez un rendez-vous sur le logement dans peu de temps, je crois. Oui, on a un débat cet après-midi, ce qu'on appelle des questions thématiques sur le logement social, où notamment je l'interrogerai effectivement sur la question des entrées et des sorties dans le logement social, parce qu'on sait que les gens y entrent, mais souvent n'en ressortent pas. Et tout un débat évidemment sur les APL, ces aides au logement qui ont été pour la plupart, en tout cas, rabotées. J'imagine que vous allez l'interpeller également là-dessus. Oui, enfin moi je vais lui poser une question plus spécifique, à savoir pourquoi on met autant d'argent dans la construction de logements sociaux neufs, qui sont très très coûteux, alors qu'il faudrait plutôt accroître la rotation justement de la présence dans les logements sociaux pour libérer de l'espace pour les familles qui le nécessitent le plus. André Gattolin, autre question, autre thématique. Vous avez auditionné hier la ministre de la Culture. Il a été question de France Télévisions et notamment peut-être des questions économiques autour de France Télévisions. Il y a eu une baisse très importante des dotations à cette chaîne. Où en est-on aujourd'hui ? Une baisse très importante, ça représente moins d'1% quand même du budget de 2,9%. C'est ce que dit la présidente de France Télévisions. Oui, non, c'est ce que dit, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de le rapporter. Je dis simplement que la ministre a confirmé cet objectif de baisse, elle a confirmé le non-report de la loi que j'avais fait voter l'an passé à l'unanimité, supprimant la publicité dans les émissions pour enfants de France Télévisions, et elle demande instamment à France Télévisions d'engager des mesures d'économie sans que cela affecte la création, puisqu'il y a un jeu un petit peu, un rapport un peu de force joué étonnamment par la présidente d'une antenne publique et publiquement contre le budget qui lui est proposé par le gouvernement. Il se trouve que nous faisons des économies partout. Il n'y a pas de raison qu'un secteur particulier ne soit pas affecté, d'autant que France Télévisions a vu au cours de ces 15 dernières années ses crédits s'envoler, alors que dans les autres secteurs de l'audiovisuel public en Europe, ils étaient en stagnation, en régression. Donc un petit effort, une réorganisation interne avec plus d'efficience ne devrait pas changer la qualité des émissions. Ça serait plutôt une capacité meilleure pour investir à terme dans les domaines de la création. Donc on a bien entendu, vous réclamez un petit effort de la part de la présidente de France Télévisions. Oui, je crois qu'elle doit tenir les engagements qui nous ont été fixés par le gouvernement et par le ministère des Finances. On verra dans quelques mois s'il faut effectivement réajuster le COM, c'est-à-dire le contrat d'objectifs et moyens, puisqu'il avait été fixé à une barre assez haute. Aujourd'hui, on est dans une situation économique où nous devons respecter la règle des 3% pour être crédibles auprès de nos partenaires européens. Donc chacun doit contribuer. Merci beaucoup André Gattolin, on vous entendra évidemment pendant ces questions d'actualité et après pendant le débat évidemment sur le logement. À tout à l'heure Delphine. Merci beaucoup Mickaël et on retourne dans l'hémicycle où Saveria Rojek nous attend. Saveria, on le disait, beaucoup de questions cet après-midi, une séance avec 13 questions. Absolument Delphine, un programme particulièrement chargé cet après-midi avec notamment des questions sur la sécurité, sur le Grand Paris ou encore sur le logement. Sur le logement, ce sera la sénatrice des Alpes-Maritimes Dominique Estrosi-Sassonne qui va interroger Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires. Pierre Charon, on l'a entendu à l'instant sur notre antenne, Pierre Charon, le sénateur
sénateur de Paris, va lui interroger Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sur la pollution et la circulation dans Paris, alors que les voies sur berge rive droite ont été fermées il y a un an maintenant. Et puis autre grand sujet d'actualité, la santé et le budget de la Sécu pour 2018, alors que les députés ont commencé à examiner ce budget la semaine dernière. On sait désormais que le tiers payant ne sera pas généralisé au 1er décembre. Il y a une question pour la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur cette question. Elle sera interrogée par le socialiste Bernard Jomier. Et puis la santé, toujours avec une deuxième question sur les médecins libéraux. François Patria, le président du groupe La République En Marche au Sénat, va lui interroger Édouard Philippe, le Premier ministre, sur la révision de la directive sur les travailleurs détachés, alors que la France, on le sait, a obtenu avant-hier le durcissement de cette directive. Et puis enfin, une question de la socialiste Samia Ghali sur les demandes de renforcement des forces de sécurité, et puis en particulier bien sûr à Marseille. Voilà Delphine donc pour le programme chargé de cet après-midi, de cette séance de questions d'actualité. Merci beaucoup Saveria, et on va retrouver à présent Michaël Zamès, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, avec la nouvelle présidente de la délégation aux droits des femmes, la sénatrice Annick Billon. Oui, Annick Billon qui est peut-être en train de tweeter, Annick Billon, je ne sais pas. En tout cas, le président Gérard Larcher est en train de traverser la galerie des bustes. Il va bientôt présider cette séance. Annick Billon, vous êtes la nouvelle présidente de la délégation aux droits des femmes. On a bien vu le débat qui naît depuis 15 jours, 3 semaines aujourd'hui. Quelle va être la philosophie que vous allez mettre en place ? Alors tout d'abord, je voudrais dire que c'est un vrai honneur de présider cette délégation après Chantal Joanneau. Je crois que les sujets ne manquent pas. On l'a vu ce matin déjà lors de l'installation de la présidente et du bureau. Les sénateurs et sénatrices auront à la fois ils ont développé déjà beaucoup d'idées. Je crois que le harcèlement de rue, comme on le dénomme aujourd'hui, les violences faites aux femmes et la place des femmes dans la société. Donc je crois que c'est une nouvelle mission qui démarre, pleine de sujets. Oui, pleine d'actualité, et en tout cas, Gérard Larcher va commencer la séance de questions d'actualité. Vous viendrez bien sûr très très vite sur l'antenne de Public Sénat pour nous expliquer tout cela à nouveau. Merci beaucoup Annick Billon. On va donc écouter le président. Merci Mickaël. Effectivement, on prend tout de suite la direction de l'hémicycle pour suivre cette séance. On se retrouve après pour le décryptage. Sur Facebook, chacun sera attentif à deux choses. Une évidente, le respect des uns des autres. Une seconde qui nécessite un peu de volonté, le respect du temps. Et je donne la parole tout de suite à Madame Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La situation des djihadistes de retour sur le territoire national et européen constitue une cause d'inquiétude à bref, moyen et long terme. Nous ne les avons pas vraiment vus partir. J'ai quelques doutes sur le fait que nous les repérions quand ils reviennent. Les femmes présentent un danger à peu près équivalent aux hommes. Quant aux enfants, leur prise en charge doit être assurée en fonction de leur âge, compte tenu des traumatismes vécus. Plusieurs traumatologues évoquent un fort potentiel de dangerosité à terme. Nous le savons à ce stade, aucune politique de déradicalisation ne semble convaincante, ni en France, ni à l'étranger. Et pourtant, nous ne pourrons pas nous contenter ni de colloques, ni de forums, ni de rapports. Les détentions ne seront pas éternelles. Aussi, Monsieur le Premier ministre, ma question est extrêmement simple. Quels éléments concrets avez-vous aujourd'hui et pouvez-vous nous donner pour répondre à notre inquiétude? Comment faisons-nous avec ces djihadistes de retour sur le territoire national? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Collomb. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Goulet, vous le savez, le gouvernement porte une attention particulière au problème des retournistes. Les accords qui ont été passés entre la Turquie et la France, dits accords Cazeneuve, nous permettent d'avoir un regard particulièrement attentif sur celles et ceux qui reviennent des théâtres de guerre syro-irakiens. Actuellement, ce sont plus de 240 majeurs et plus de 50 mineurs, dont la plupart ont moins de 12 ans, qui sont revenus depuis 2012 sur le sol français. Vous le savez sans doute,
Le principe d'un traitement judiciaire est systématique, retenant une qualification de nature criminelle, et le procureur de la République de Paris est celui qui a la charge de cette question. La prise en charge des returneuses se fait donc depuis 2015 par un placement systématique en garde à vue des femmes et des hommes majeurs et des quelques mineurs combattants. Après leur placement en garde à vue, le juge des libertés et de la détention peut décider d'une incarcération et une très grande majorité de returneuses est actuellement en prison, plus de 130. Pour les autres, ceux qui sont en liberté, ils sont tous évidemment l'objet d'un suivi administratif par les services de renseignement, DGSI, RT, soit d'un suivi judiciaire lorsque les juges ont décidé d'un placement sous contrôle judiciaire. Ainsi, ce problème est parfaitement pris en charge aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre. Madame Goulet. Oui. Monsieur le ministre, je ne doute pas de votre bonne foi ni de la bonne foi de ce gouvernement qui était aussi la bonne foi du gouvernement précédent et de l'ensemble du Parlement qui a largement soutenu les dispositions qui ont été votées depuis 2 ans, voire 3. Je voudrais simplement vous dire que Frontex fonctionne mal, qu'il faut des moyens, il faut des moyens en hommes, il faut des moyens en matériel, il faut des moyens de contrôle de passeport, il faut des moyens de contrôle de frontières. Franchement, je ne partage pas votre position et je pense qu'il faut être encore beaucoup plus vigilant et en tous les cas accorder à ce sujet une attention majeure et notamment au niveau européen. Nous ne pourrons pas en sortir autrement qu'en confortant nos frontières. Je vous remercie. Merci. La parole est au président François Patriat pour le groupe La République En Marche. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, lundi dernier, à l'issue d'une très longue journée de concertation, les ministres des Affaires sociales de l'Europe ont abouti à un compromis historique sur la révision de la directive des travailleurs détachés. C'est là une avancée importante qui répond aux vœux du Président de la République qui avait voulu que nous modifions le cadre juridique pour les travailleurs détachés de façon à arriver à l'Europe qui protège. C'est à l'issue d'un long tour des capitales européennes que le chef de l'État a réussi à convaincre ceux qui étaient réticents jusqu'à présent, aboutissant en cela au fait que demain, il y avait dans notre territoire, il y avait aujourd'hui dans notre territoire des gens qui profitaient des différences protections sociales et salariales qui étaient de 1 à 3 dans l'Europe à 15 et qui sont de 1 à 10 dans l'Europe à 28. Vous comprendrez que les travailleurs se sentiront un peu mieux protégés, les entreprises subiront moins la concurrence internationale et nous aboutissons ainsi à 4 avancées majeures. La première, c'est que les salariés dans tous les pays d'Europe seront payés au tarif de chaque pays d'Europe. La deuxième avancée, c'est que la fraude sera aujourd'hui mieux contrôlée. La troisième, c'est que la durée de travail des travailleurs détachés n'excédera pas maintenant 12 mois au lieu de 2 ans et plus aujourd'hui. Et en troisième lieu, dans le domaine routier, la voie est ouverte maintenant, puisqu'ils relèveront de la directive, à ce qu'il y ait des améliorations dans les 6 mois qui viennent. Ma question, Monsieur le Premier ministre, comment voyez-vous maintenant la suite de décisions historiques que j'espère, mes chers collègues, vous êtes tous à saluer avec moi. Merci. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Patriat, merci de vos propos qui viennent saluer un investissement, l'investissement du Président de la République, c'est vrai, l'investissement du gouvernement, de l'ensemble de la diplomatie française. Et je voudrais, si vous me le permettez, noter et remercier le travail exceptionnel fait à la fois par Muriel Pénicaud, Madame la ministre du Travail, et par Nathalie Loiseau, ministre de l'Europe, qui ont toutes les deux de façon incessante parcouru les capitales européennes pour expliquer et convaincre du bien fondé de la position française. Si nous revenons un peu en arrière, mesdames et messieurs les sénateurs, personne ici, je crois, ne considérait il y a 3 ans que la situation qui prévalait sous l'empire de la directive telle qu'elle existait à l'époque était une bonne situation. Je n'ai jamais vu aucun
parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, se levaient pour dire il y a 3 ans, cette directive, vraiment, elle est parfaite, surtout ne la changeons pas. Donc la solution n'était pas satisfaisante. Il y a un peu plus d'1 an, lorsque la Commission européenne a déposé sur la table sa proposition, peu de gens imaginaient qu'elle serait susceptible de rencontrer rapidement un accord, parce que de très nombreux pays disaient qu'ils ne voulaient pas d'une modification de la directive sur les travailleurs détachés. Lundi dernier, après un travail de conviction très important, après que nos partenaires les plus proches eurent décidé de se rallier à nous, et que d'autres partenaires plus lointains, je pense à un certain nombre de pays qui se trouvent à l'est de l'Europe, que l'on n'attendait pas forcément sur ce sujet, aient décidé de nous rejoindre, nous avons obtenu un accord. J'ai la conviction, et c'est une conviction largement partagée, que l'accord que nous avons obtenu sur la directive travailleurs détachés provoque une situation qui est bien meilleure aujourd'hui qu'elle n'était hier. Est-ce que ça veut dire qu'elle est parfaite? Peut-être pas. Est-ce que ça veut dire qu'elle est meilleure qu'hier? Évidemment oui. Mais oui, mais si, vous allez voir, vous le direz. Des avancées majeures qui ont été précisées par Monsieur le Président, je n'y reviendrai pas, et encore beaucoup de travail pour faire en sorte que les éléments soient complètement stabilisés. Car la Commission emploi du Parlement européen a pris une position il y a quelque temps qui n'est pas identique à celle prise par les États membres lundi soir, qui n'est pas non plus très éloignée. Mais la Commission emploi, après qu'un travail très intéressant a été réalisé par notre compatriote Elisabeth Morin-Chartier, a pris une position qui me paraît pouvoir être rapprochée de façon rapide, grâce à un dialogue, ou plus exactement à un trilogue, entre la Commission, les États membres et les parlementaires du Parlement européen. Je souhaite que cette discussion s'engage dès que possible, car pour l'ensemble des pays, des États, pour l'ensemble des travailleurs européens, pas simplement les travailleurs français, pour l'ensemble des travailleurs européens, ce texte représente une protection supplémentaire. Et il importe donc qu'il puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible et que donc les discussions entre les acteurs encore autour de la table puissent avoir lieu dans les plus brefs délais. Un mot pour dire que l'accord auquel nous sommes parvenus lundi soir indique que la directive s'applique aux travailleurs du secteur des transports. Elle rappelle qu'elle s'applique aux travailleurs des transports. Mais compte tenu des spécificités évidentes de ce secteur, des discussions interviendront pour préciser les conditions dans lesquelles les contrôles, notamment, s'appliquent aux travailleurs qui sont par nature mobiles quand il s'agit du secteur des transports. C'est donc une discussion qui est devant nous et qui devra intervenir rapidement. Je voudrais dire, Monsieur le Président, pour conclure, que le travail qui a été effectué est un travail de constitution d'une majorité européenne. C'est un travail qui s'adresse à tous les partenaires de la France, pas simplement aux partenaires les plus traditionnels et les plus importants par leur nombre ou par leur influence, à tous les partenaires de la France. Ce qui a prévalu, c'est donc une méthode. Nous affichons clairement nos ambitions et nous les disons clairement. Nous essayons de constituer des majorités avec un travail très fin auprès de l'ensemble de nos partenaires. Nous ne jouons pas l'opposition qui est une opposition mortifère pour l'Union européenne entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est. C'est un point sur lequel je veux insister. Dans la discussion qui est intervenue lundi soir, l'ensemble des pays a veillé à ce que cette opposition ne prévale pas et à ce que des pays qui sont situés à l'Est puissent rejoindre le compromis. C'était précieux pour l'avenir de ce texte et c'est à mon avis précieux pour le reste de l'Europe. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Patriat, non. La parole est maintenant de notre collègue Raymond Vall pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Nicolas Hulot. En 2014, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer décide de lancer le programme Territoire énergie positive pour la croissance verte afin de territorialiser la politique de transition énergétique. À partir de là, 554 territoires sont labellisés sur l'ensemble du territoire métropolitain et d'outre-mer, ce qui représente 15 000 communes et concerne près de 40 millions d'habitants. Le bilan fait en avril 2017 est très positif, puisque l'effet de levier obtenu par le fonds permet de multiplier par 3 les investissements des collectivités avec des résultats concrets pour l'environnement, l'économie locale et l'emploi, à savoir économie de 810 000 tonnes de CO2, plus d'1,4 million
de foyers supplémentaires alimentés avec des énergies renouvelables, plus de 3500 véhicules électriques et hybrides, 4 millions de mètres carrés de surface photovoltaïque déployée et 200 territoires zéro pesticides. Alors, Monsieur le Ministre, vous comprendrez bien que votre circulaire du 26 septembre dernier, accompagné le 5 octobre suivant d'un guide d'interprétation qui ont pour but d'arrêter tous les projets possibles afin de limiter le montant des crédits de paiement à 400 millions d'euros, alors que les engagements conclus s'élèvent à plus de 750 millions d'euros, a déclenché un véritable tremblement de terre au sein de ces territoires qui, eux, se sont engagés forts de la signature de l'État auprès de leur population et parfois des entreprises locales. Monsieur le ministre, cette décision brutale est perçue comme injuste et doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation plus précise avant qu'elle vienne alimenter une fois encore le sentiment que la parole de l'État n'est plus respectée. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Hulot. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Val. Vous imaginez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai déclenché cette onde sismique. Je partage comme vous la conviction, et vous en avez fait la démonstration, que la transition écologique passe par les territoires. Effectivement, dans la dynamique de la loi de la transition énergétique de 2015, et à l'appel de l'État, vous l'avez mentionné, des milliers de collectivités se sont engagées dans des projets de transition en se regroupant entre elles et effectivement en associant des acteurs économiques locaux. Et il faut reconnaître que les collectivités françaises sont en pointe dans la lutte contre le changement climatique. Pour accompagner cette dynamique, une enveloppe spéciale de transition énergétique a été mise en place, mais elle n'a toutefois été financée qu'en 2015 et en 2016 à hauteur de 400 millions d'euros de crédits de paiement. Le problème que j'ai découvert est que les conventions conclues avec les collectivités locales et les territoires représente un total de 748 millions d'euros. C'est au regard de cette insuffisance de crédit que j'ai effectivement adressé une directive au préfet de région le 26 septembre dernier. Pour trouver la solution, j'ai besoin d'abord d'un état des lieux précis. On doit mesurer le niveau d'avancement des projets et identifier ceux qui rencontrent des difficultés de mise en œuvre afin de préciser le niveau d'engagement financier de l'État. La collecte d'informations est en cours et il est donc trop tôt pour répondre à toutes les interrogations qui nous remontent. Mais je sais qu'il faut de la confiance entre l'État et ses territoires. Donc je peux vous rassurer sur le fait que la parole de l'État sera tenue, les projets déjà lancés qui seront menés à leur terme dans les délais seront financés. Donc nous allons continuer à travailler dans le cadre de la conférence nationale des territoires, car les territoires, j'en suis convaincu comme vous, sont la clé pour réussir ma propre transition écologique. Merci. Monsieur Val, quelques secondes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai bien enregistré ce que vous avez dit. Je voudrais simplement vous dire, très sincèrement, si vous voulez pouvoir compter sur ces territoires pour mettre en œuvre votre plan climat très ambitieux que vous avez présenté en 2017, ne le laissez pas tomber. Il compte sur vous. Merci. La parole est à notre collègue Christine Pruneau pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Ma question était adressée à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Madame la Ministre, après avoir déjà passé 7 ans en prison, notre compatriote Salah Hamouri a été une nouvelle fois arrêté par l'armée israélienne le 23 août dernier. Ce 18 septembre, un tribunal militaire l'a de nouveau condamné à une détention administrative. Détention, vous le savez, qui peut être renouvelable à l'infini sans plus de justification. Ses avocats n'ont toujours pas pu prendre connaissance des preuves sur lesquelles ces incriminations se fondent. Sa famille n'a toujours pas pu lui rendre visite. Face à cet acharnement politique contre un défenseur des droits humains dont le dossier est vide, face aux méthodes israéliennes arbitraires et sur bien des points contraires au droit international, le Quai d'Orsay a enfin dénoncé hier cette détention administrative. Il était temps que notre pays intervienne en faveur de l'un de ses ressortissants victimes d'une injustice. Le légitime combat de Salah Hamouri pour la Palestine est pacifique. Il ne ressemble en rien à une entreprise terroriste. Madame la Ministre, être préoccupée et dénoncer, c'est bien. Mais l'exigence d'une libération immédiate
de Salah Hamouri demeure. Que comptez-vous faire? Pour répondre, la parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre en charge des Affaires européennes. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Pruneau, le gouvernement partage votre préoccupation sur la situation de Salah Hamouri, ressortissant palestinien mais aussi français, et donc notre compatriote. Comme vous l'avez dit, il a été arrêté le 23 août dernier. Le juge de district israélien a confirmé le 18 septembre sa détention administrative. La dernière audience en appel à l'encontre de cette décision de mise en détention s'est tenue à la Cour suprême israélienne de Jérusalem le 22 octobre. Ni notre compatriote ni ses avocats n'ont pu avoir connaissance des charges retenues contre lui. Comme tous les Français détenus à travers le monde, Salah Hamouri bénéficie pleinement de la protection consulaire française en conformité avec la Convention de Vienne. Notre consul général lui a rendu visite sur son site de détention et le consulat général est présent à chacune des audiences publiques auxquelles il a comparu. Nous avons fait part aux autorités israéliennes de toute l'attention que nous portons à son cas et de notre préoccupation face à l'usage extensif de la détention administrative. Je le rappelle, l'utilisation abusive et systématique de la détention administrative porte atteinte au droit à un procès équitable et au droit de la défense. Nous demandons que l'ensemble des droits de notre compatriote soient respectés et nous espérons sa libération. Nous sommes aussi intervenus afin de demander que sa famille puisse y rendre visite. Soyez assurée, Madame la sénatrice, de l'attention avec laquelle nous allons continuer à suivre la situation de Monsieur Hamouri et pas seulement par des déclarations publiques. Merci. Merci. Madame Pruneau. J'ai pris bonne note, Madame la Ministre, de l'attention que vous portez à cette affaire. Vous avez su engager, enfin au niveau des autorités, des dossiers similaires. Ce que vous avez pu exiger de la Turquie, qui n'est pas non plus un pays démocratique, pour la libération de Lou Bureau, nous souhaiterions que vous ayez la même volonté et exigence, bien sûr, puisque ni l'un ni l'autre n'étaient des terroristes. Enfin, ce que nous voulons, nous, c'est la libération immédiate, pas dans 2 mois, pas dans 3 mois, pas dans 6 mois. C'est vraiment une volonté de beaucoup ici sur nos bancs et au niveau associatif. Je vous remercie de bien vouloir être encore plus exigeant, Madame la Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Bernard Jomier pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adressait à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. En 2016, plus d'un quart des assurés sociaux ont renoncé à des soins. Si les causes de ce renoncement sont multiples, tous les spécialistes de la question sont unanimes pour affirmer que l'extension des dispenses d'avance de frais est un levier d'action majeur pour résorber ce problème. Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie l'a encore rappelé hier lors de son audition devant notre commission des affaires sociales. Alors que le vote de la loi de modernisation de notre système de santé avait marqué un acte décisif en ce sens, vos récentes déclarations entretiennent le flou et nous font craindre un retour en arrière. Pourquoi insinuer le doute sur une mesure qui fonctionne et s'applique déjà, comme le souligne le rapport de l'IGAS d'octobre 2017 ? Sur le terrain, au quotidien, le tiers payant est mis en place par les professionnels de santé pour les patients pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Il reste, oui, à résoudre des difficultés techniques sur la part complémentaire pour aboutir à un système qui doit bien sûr être simple et à flux unique pour les professionnels de santé. Je tiens à rappeler qu'en Europe, 24 pays sur 28 pratiquent d'ores et déjà la dispense totale de paiement. En annonçant la généralisation du tiers payant, nous avons créé une forte attente et une approbation massive des assurés sociaux. Nous devons nous montrer à la hauteur de ces attentes et poursuivre l'action engagée en faveur de la dispense de paiement et dans le respect de la loi. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous confirmer l'engagement pris par le président de la République dans la mise en place de cette mesure? Pouvez-vous nous éclairer sur le délai dans lequel les Français pourront bénéficier d'une dispense complète d'avance de frais pour les actes pris en charge par l'assurance maladie? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, Monsieur Christophe Castaner. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jomier.
Comme chacun d'entre nous, nous sommes attachés à l'accessibilité aux soins la plus large possible. Et jamais, l'argent ne doit être un obstacle pour faire en sorte que telle ou telle personne ne puisse en bénéficier. Et on voit bien, depuis quelques années, la montée en puissance de dispositifs assez similaires à celle de la généralisation du tiers payant. On le voit en particulier pour l'ensemble des publics qui sont en situation de précarité, notamment les bénéficiaires de la CMU complémentaire, mais aussi ceux qui étaient dans l'aide d'une complémentaire santé ou enfin ceux qui souffrent d'une ALD, d'une affection de longue durée. Nous y sommes tous attachés, mais au fond, dans ce pays, on se complaît trop souvent à confondre les droits réels et les droits formels. Il nous arrive dans nos assemblées de penser qu'il suffit de voter un texte pour garantir sa mise en œuvre. Or, la réalité est un petit peu plus complexe. Et la ministre, que j'excuse, mais elle est au banc sur le PLFSS à l'Assemblée nationale, a immédiatement diligenté une mission d'inspection de l'IGAS pour faire un point sur la faisabilité de la mise en œuvre dans de bonnes conditions, pour ne pas fragiliser les médecins qui sont aujourd'hui déjà dans une difficulté que chacun et chacune d'entre nous connaissons, et pour faire en sorte effectivement que nous ne reculions pas pour celles et ceux qui ont besoin de la généralisation de ce dispositif. Et donc l'engagement que nous avons pris, c'est d'abord de prendre acte de l'impossibilité technique de respecter les délais sous peine de fragiliser l'ensemble de l'offre de soins sur nos territoires, mais de fixer une ambition. Cette ambition, c'est de faire en sorte que le tiers payant soit généralisable le plus vite possible, qu'il soit garanti pour toutes celles et tous ceux qui en ont le plus besoin immédiatement et qu'il soit généralisable pour toutes celles et tous ceux qui sont en lien avec leur médecin, en capacité de le mettre en œuvre. La ministre vous présentera dans quelques jours, dans quelques semaines, le plan d'action que nous voulons mettre en œuvre et nous voulons faire en sorte que cet objectif se traduise dans les faits concrets et pas seulement dans les déclarations d'intention. Je vous remercie. Merci. Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État, mais je ne peux pas croire qu'en France, au XXIe siècle, des problèmes informatiques pas si complexes que ça puissent mettre à bas une avancée sociale. Je vous remercie. La parole est à Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Merci, plutôt dans l'autre sens. Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, suite à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, à compter du 1er novembre, les officiers d'état civil seront chargés de toute la procédure du pacte civil de solidarité, déclaration conjointe des partenaires, modification et dissolution de la convention du PACS, publicité et réalisation de statistiques semestrielles. L'objectif que l'on ne peut qu'approuver est avant tout d'alléger la charge des tribunaux pour les recentrer vers des missions purement juridictionnelles. C'est également une mesure de simplification au bénéfice des citoyens qui ne seront plus contraints de se rendre au tribunal. Enfin, cette mesure rejoint la pratique de la majorité des pays européens. On peut également saluer ce transfert qui peut apparaître comme une reconnaissance de la commune et de ses élus qui constituent le maillage démocratique de tout notre pays. Pourtant, il reste à quelques jours du transfert une ombre au tableau, la compensation financière de l'État. Au-delà du fait que ce changement imminent n'est pas encore tout à fait prêt dans un grand nombre de communes, ces nouvelles dispositions viennent s'ajouter à la gestion des passeports biométriques, des cartes d'identité, du changement de prénom, du système Comodec. De plus, la loi stipule que 284 communes auront à traiter les données numériques et les dossiers papier des PACS détenus par les greffes des tribunaux d'instance et de grande instance, et ce pour tous les justiciables des communes de leur ressort. Il va donc souvent falloir aménager des locaux, restructurer des services, donc des dépenses supplémentaires pour les communes. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, quelles compensations seront dégagées pour que ce nouveau transfert de charges ne vienne pas alourdir les budgets communaux malmenés ces dernières années. Pour vous répondre, la parole est à Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre d'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice, vous attirez mon attention sur deux questions. La première concerne le transfert de gestion de demande de passeport, excusez-moi, qui a déjà été réalisé. Je vous rappelle que c'est une question ancienne. Vous parlez des changements de prénom, c'est aussi une question ancienne. Enfin, vous m'interrogez sur le PACS, qui a été effectivement transféré en mairie par
la loi de justice 21e siècle en novembre 2016. Vous estimez qu'il aurait été nécessaire de prévoir une compensation financière pour cette nouvelle attribution. Cette question a été tranchée à l'occasion de la loi Justice 21e siècle par une décision du 17 novembre 2016. Le Conseil constitutionnel a décidé, je cite, l'obligation pour l'État de compenser financièrement l'exercice de certaines compétences, mais ceci ne s'applique pas à celles qui sont exercées au nom de l'État. Or, le PACS est une mission exercée au nom de l'État. Malgré cette jurisprudence, nous avons inscrit aujourd'hui 22 millions d'euros de crédits dont j'aurai l'occasion de vous parler, mais le Conseil constitutionnel a ajouté que s'agissant du PACS, dans les mêmes décisions, il dit que le montant des sommes en jeu n'est pas tel qu'il porte atteinte à la libre administration des communes concernées. Madame Mello. Monsieur le ministre, je souhaiterais toutefois que vous puissiez examiner la possibilité pour les 284 communes qui devront assurer un service public pour des non-résidents, j'insiste, d'obtenir non pas une compensation, mais une indemnisation spécifique, comme ce fut le cas pour l'instruction des passeports biométriques. Je vous en remercie. Merci. La parole est maintenant Madame Dominique Estrosi Sassone pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Depuis l'annonce brutale d'une baisse de 5 € par mois des APL au cours de l'été, le gouvernement continue de s'enfoncer dans sa stratégie logement au travers de mesures injustes à l'emporte-pièce dictées par la seule volonté de réaliser 1,7 milliard d'euros d'économies dans le budget 2018. La baisse de 60 € par mois des APL, avec pour contrepartie la baisse des loyers équivalente imposée aux organismes HLM, est mortifère pour le logement locatif social, pour l'accession sociale et injuste pour nos concitoyens les plus modestes. Ce sont 2,2 milliards d'euros d'autofinancement qui ne seront plus réinvestis dans la production neuve, dans la réhabilitation, dans l'entretien et la réparation du parc existant. Les contreparties financières telles qu'elles sont proposées aujourd'hui ne sont pas entendables parce qu'elles ne produiront un tant soit peu des effets significatifs qu'à moyen et à long terme. Cette réforme, Monsieur le ministre, telle qu'elle est arrêtée aujourd'hui, fait que des perdants. Les locataires qui n'auront pas de pouvoir d'achat augmenté et qui verront leurs conditions d'habitat se dégrader. Les collectivités locales qui garantissent les emprunts des organismes, dont 100 à 200 devraient être en faillite. Le programme de renouvellement urbain qui devrait être impacté. Et enfin, l'ensemble de la filière du secteur du bâtiment qui va voir ses commandes chuter. Alors, Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à revoir votre copie, à prendre des mesures susceptibles de ne pas obérer l'avenir d'un secteur essentiel pour la solidarité nationale, l'emploi et l'aménagement du territoire? Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion sociale, Monsieur Denormandie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice qui est là, Madame la sénatrice, je connais et je salue votre engagement sur la politique de logement et notamment sur la rénovation urbaine à Nice, pour laquelle vous êtes ô combien engagé depuis des années. Quelle est la réforme que nous souhaitons pour le logement social? On part d'un constat aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 4,5 millions de logements sociaux en France et il y a 1,5 million de nos concitoyens, de ménages, qui sont en attente d'un logement social. Donc le constat, c'est que, de facto, aujourd'hui, il n'y a pas assez de logements sociaux en France, dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? La réforme dont on discute avec l'ensemble des bailleurs sociaux, elle repose sur plusieurs piliers. Un premier pilier qui est la mobilité au sein du parc social, c'est-à-dire pouvoir réviser tous les 6 ans les situations des uns et des autres vivant dans les logements sociaux
pour pouvoir permettre d'améliorer cette mobilité. Le deuxième, c'est de pousser un regroupement des bailleurs sociaux pour avoir des bailleurs sociaux plus forts, capables d'accueillir plus de publics fragiles et capables également de faire plus d'investissements. Le troisième pilier de cette réforme, c'est de faire plus d'accession sociale en cédant plus de logements par les bailleurs sociaux qui rapportent plus de capacité d'autofinancement pour ces derniers. Et le quatrième volet que vous mentionnez dans votre question, c'est d'améliorer les conditions de financement de l'ensemble de ces bailleurs sociaux, car c'est nous qui les finançons. Améliorer ces capacités de financement, c'est de faire des prêts de plus longue durée, c'est d'apporter des capitaux, c'est de donner 3 milliards d'euros pour faire de l'efficacité énergétique et diminuer les charges. Et en contrepartie de ça, c'est avec les bailleurs sociaux lutter contre la spirale infernale d'hausse des APL. Et donc nous discutons, je dois dire, tous les jours avec l'ensemble de ces bailleurs sociaux, avec le Premier ministre, avec Jacques Mézard. Les bailleurs sociaux eux-mêmes, que nous avons revus encore ce matin, disent que le package financier, ce que nous proposons, va dans le bon sens. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord et nous n'avons pas encore conclu. Et nous n'avons pas encore conclu avec eux. Mais cette concertation, elle continue. Et cette concertation, nous avons bon espoir de la terminer dans les tout prochains jours avec une seule le bénéfice pour les locataires qui ne seront pas impactés. Je vous remercie. Madame Estrosi, ça sonne. Que le dialogue continue, personne ne va s'en plaindre, Monsieur le Ministre. Seulement, à cette injustice profonde par cette réforme des APL, vous commettez un contresens économique terrible, parce que ce contresens économique traduira que le choc de l'offre fera pchit. Et j'ai bien entendu le Président de la République dire qu'il se basait surtout, avant tout, sur des mesures qui soient pour relancer l'offre de logement. Et donc là, au contraire, vous obérez le choc de l'offre. Et si vous voulez conduire vraiment une politique du logement, il faut que des réformes soient profondes, structurelles, et que ne soient pas des coups de rabot ou des variables d'ajustement budgétaire. Merci. La parole est à notre collègue Laurent Lafont pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le ministre d'État, le Grand Paris Express, avec ses 200 km de lignes automatiques et ses 68 nouvelles gares, est un projet structurant permettant enfin d'améliorer le quotidien et le cadre de vie de nombreux franciliens. Il constitue également pour les territoires et les communes qui bénéficieront d'une des gares un puissant levier de développement économique et de construction de logements. Le gouvernement a demandé pendant l'été de procéder à une actualisation du coût du projet. Il apparaît désormais que, évalué à l'origine à 25 milliards d'euros, le coût du projet serait dans une fourchette basse à 28 milliards et dans une fourchette haute à 35 milliards. Ce surcoût suscite de nombreuses inquiétudes chez les élus locaux, dans le Val-de-Marne, en Essonne et en Seine-Saint-Denis notamment, élus qui s'interrogent sur l'origine de ces dépassements budgétaires et les financements qu'il sera nécessaire de trouver désormais, mais aussi sur le respect du calendrier et l'engagement que le projet sera bien réalisé dans sa totalité. Alors que la mise en œuvre du nouveau réseau est officiellement prévue entre 2022 et 2030, il est nécessaire aujourd'hui de répondre aux interrogations et aux inquiétudes par des réponses claires et précises. Aussi, Monsieur le ministre d'État, ma question est simple. L'apparition de ces surcoûts va-t-elle amener l'État à remettre en cause la réalisation de ce projet dans sa globalité, à modifier le calendrier prévu à l'origine, à réétudier le financement et la participation des différents acteurs? Pour vous répondre, la parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État. Vous avez Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Laurent Lafont, je tiens tout d'abord à excuser Elisabeth Borne qui n'a pas pu être présente aujourd'hui parce qu'elle est à Belfort avec Bruno Le Maire. Et d'emblée, je veux rappeler l'importance du projet du Grand Paris Express qui permet de faciliter la mobilité quotidienne de tous les franciliens en privilégiant les déplacements qui contournent Paris. C'est un projet qui redessine véritablement la géographie de l'Île-de-France en réduisant l'opposition entre Paris et sa banlieue. Ce projet, il est absolument indispensable pour maintenir l'Île-de-France dans les tout premiers rangs des métropoles mondiales. Et je veux vraiment insister sur le fait que le schéma d'ensemble n'est pas remis en cause, il est sanctuarisé.
Mais il faut que nous tenions compte de deux éléments nouveaux. D'abord, la perspective des Jeux olympiques en 2024 et puis aussi les surcoûts très importants qui sont apparus au cours des 3 dernières années. Et c'est pour ça que le préfet de région a été chargé de faire un point précis sur le programme de réalisation du Grand Paris Express. Et le préfet a remis son rapport au Premier ministre à la fin du mois de septembre. Ces propositions sont actuellement en cours d'analyse et le gouvernement annoncera ses choix très prochainement avec la volonté réaffirmée de préserver au mieux les objectifs de ce projet qui, je le répète, est absolument essentiel pour l'Île-de-France. Merci. Monsieur Lafont. Madame la secrétaire d'État, merci pour vos réponses. J'allais dire un peu de principe, j'aurais attendu davantage de précision, notamment sur la question du financement. Et je dois avouer que votre réponse soulève une certaine inquiétude pour moi et un certain nombre d'élus, notamment du Val-de-Marne, au regard de votre remarque sur les Jeux Olympiques. Je ne voudrais pas, et nous sommes nombreux dans ce cas-là, à ce que les Jeux Olympiques aboutissent à une prioritisation du réseau pour les sites qui seront desservis, laissant les autres territoires qui, eux, ne bénéficieront pas de sites olympiques prendre du retard en termes de transport en commun. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Didier Rambaud pour le groupe La République En Marche. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État au numérique. Elle concerne plus particulièrement le sujet de la taxation des géants de l'Internet, ces fameux GAFA. Aujourd'hui, il est facile aux entreprises du numérique de transférer artificiellement leurs bénéfices hors du pays où elles tirent un revenu grâce au prix de transfert. Le tribunal administratif de Paris a ainsi jugé en juillet dernier que Google n'avait pas d'établissement stable en France et n'avait donc pas à subir de redressement fiscal. L'heure est venue en Europe de taxer les GAFA, régulièrement accusés de faire de l'optimisation fiscale grâce à des montages financiers qui minimisent leur impôt. Ils peuvent transférer leurs bénéfices dans des paradis fiscaux en y rémunérant des actifs incorporels et en profitant de conventions fiscales. La commissaire européenne à la concurrence a récemment préconisé de fiscaliser ces GAFA. Derrière le dynamisme de ces GAFA se cache une révolution qui peut provoquer de sérieux dommages collatéraux. Prenons l'exemple d'Amazon qui, à chiffre d'affaires égal, emploie 5 fois moins de salariés que Carrefour ou Casino. La progression d'Amazon est fulgurante, mais reste encore marginale dans l'alimentaire. On vient d'apprendre que ce géant américain cherche un cheval de Troie pour assurer sa conquête du marché français. Carrefour, Casino, Intermarché, Système U auraient été approchés pour servir de tremplin à cette firme. Pour l'instant, sans succès. Mais on sait que ce développement est inéluctable. Pas question de faire la fine bouche sur la nature des emplois créés, ni de vouloir créer une impossible ligne Maginot pour protéger nos grandes enseignes nationales. Pour autant, dérouler le tapis rouge sans condition à ces nouveaux prédateurs de la distribution, comme on l'a fait jusqu'à présent, pose question. Dans un autre domaine, ces firmes aux moyens gigantesques veulent attaquer le marché des droits sportifs TV, jusqu'ici tenus par nos chaînes de télévision payantes et les opérateurs télécoms. Aussi, Monsieur le secrétaire d'État, au-delà de la taxation GAFA, que compte faire le gouvernement pour que ces entreprises soient soumises aux mêmes conditions que les nôtres? Merci. La parole est à Monsieur Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État en charge du numérique. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames les Sénatrices, vous avez raison, les plateformes depuis quelques années ont joué un rôle et jouent un rôle de transformation de notre économie majeur, à tel point qu'ils posent une question essentielle. C'est comment nos innovateurs peuvent jouer avec plus d'égalité face à eux ou avec eux. Et quand je parle de nos innovateurs, je parle de nos start-up, mais je parle aussi de nos PME, de nos industriels, de nos entreprises partout sur le territoire. Je pense que la solution, elle tient en 3 piliers, en 3 points. Il y a le premier qui est celui sur la fiscalité, celui que vous avez abordé. La fiscalité, c'est les citoyens qui nous la demandent. Parce que les citoyens et les patrons des PME, ils le constatent tous les jours. Il y a une inégalité. C'est bizarre de payer à ces plateformes autant et de les voir, elles, payer si peu en échange dans la solidarité nationale. C'est ce soutien populaire de tous les peuples d'Europe qui a fait que nous avons pu, avec le président de la République, avec Bruno Le Maire, lancer une initiative avec les autres pays et leur proposer d'aller plus vite que l'agenda international porté au sein de l'OCDE, dans lequel nous restons un acteur, mais dont les résultats prendront encore quelques années, plus vite encore que l'agenda européen avec la directive ACCIS qui prendra elle aussi quelques années,
Non, nous avons proposé une solution par cette taxe d'égalisation qui doit apporter, et nous l'espérons, une solution dans les prochains mois, dans les 24 prochains mois. Mais sur ce sujet, il faut qu'on arrive à créer des majorités. Aujourd'hui, on parle déjà de 19 pays qui nous soutiennent. On a dit que certains ne nous soutenaient pas. Et pourtant, il y a 2 jours, j'étais au Conseil Télécom européen et ces pays qu'on disait ne pas soutenir ont rappelé leur engagement à trouver une solution pour cette taxation. Je crois que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies et c'est encore une fois grâce au peuple d'Europe, aux citoyens qui se sont mobilisés, que nous sommes prêts à avancer. Mais il y a 2 autres sujets qui sont essentiels. Le deuxième, c'est celui sur la transparence et la loyauté. Et c'est pourquoi, avec Bruno Le Maire, nous avons signé au début du mois d'octobre les décrets de la loi pour une République numérique qui vont apporter à tous les citoyens plus de transparence dans les résultats qui seront affichés par ces mêmes plateformes aujourd'hui. Mais enfin, et c'est le 3e pilier, et c'est une invitation que je vous fais. Nous avons passé hier l'après-midi ensemble avec certains d'entre vous pour un débat assez long sur l'intelligence artificielle. La question, c'est celle de nos instruments juridiques, de concurrence et même de notre cadre de pensée. Et à celui-là, je vous invite à venir partager, à venir participer à cet échange, parce que nous sommes en ce moment dans un jeu de prisonniers où ces plateformes, toutes charmantes qu'elles sont, attirent les prisonniers citoyens et les enferment dans des systèmes qui aujourd'hui empêchent nos entreprises d'agir. Alors je vous y invite, participez à cette réflexion. C'est ce 3e pilier-là qui nous permettra de préparer l'avenir. La parole est maintenant au président Vincent Eblé pour le groupe socialiste et républicain. Chacun respecte les 2 minutes, y compris par Internet. Merci. Merci Monsieur le Président. En l'absence de notre collègue Samia Ghali, retardée par son vol depuis Marseille, je me contenterai de vous lire sa question. Monsieur le ministre, cher Gérard Collomb, la violence à Marseille est devenue banale et s'ancre dans le quotidien des Marseillais. La bête se nourrit et cette fatalité, la République ne l'arrête pas. Dans cette bataille entre la loi de la rue et la loi de la République, chaque ministre, dans son domaine, a le pouvoir mais aussi le devoir d'agir, car la délinquance, elle, ne se met pas au chômage pendant que nous réfléchissons. Au contraire, elle gagne du terrain. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours du président de la République sur la sécurité intérieure. Sur cette question, je veux croire à sa volonté et à sa détermination, mais je m'interroge sur les moyens mis en face. La police de sécurité du quotidien, à Marseille, oui bien sûr. Mais seule, pour intervenir dans les quartiers, elle sera inefficace et surtout en danger. Aujourd'hui, je suis inquiète pour la 2e ville de France. Pendant que la délinquance s'enracine, la méthode de l'approche globale lancée en 2012 est au point mort alors qu'elle commençait à faire ses preuves. Les moyens humains et matériels ont régressé, y compris dans les zones de sécurité prioritaires. Les véhicules ont 270 000 km au compteur. 6 équipages de la BAC quadrillent une ville de 850 000 habitants. La sécurité publique a perdu une centaine d'agents en 2017 et elle a perdu aussi 2 compagnies de CRS sur 3. Je vous le demande donc, Monsieur le Ministre, car je vous sais attaché à Marseille, dans quelle mesure le gouvernement est-il prêt à aider notre ville et quels moyens est-il prêt à mettre en œuvre? Car sans sécurité, il n'y a ni espoir, ni liberté pleine et entière et donc pas de République. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérard Collomb, pour vous répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur Vincent Eblé, je salue Samia Ghali. Évidemment, sa question est tout à fait pertinente quand on connaît les problèmes de Marseille. Oui, il faut assurer la sécurité, qui est, je crois, l'une des principales préoccupations de nos concitoyens. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 grandes préoccupations, me semble-t-il, dans notre pays, à la fois le problème de l'emploi et ensuite celui de la sécurité. Je pense que nous devons assurer la sécurité de nos concitoyens et c'est, comme vous le savez, une des priorités du président de la République. C'est pour cela que nous créerons 10 000 postes de sécurité à la fois en police, gendarmerie et en services de renseignement au cours des 5 prochaines années. Mes chers collègues, lorsque l'on regarde l'évolution des chiffres, on s'aperçoit, peut-être parce qu'il y avait eu la crise économique, qu'entre 2007 et 2012, le nombre d'emplois dans les forces de sécurité avait baissé de 12 500, qu'il a commencé à remonter à partir de la période 2013-2016, avec 6 500 emplois nouveaux qui ont été créés. Cette année, en 2017, ce seront 2 286 emplois qui seront créés
enfin nous en créerons, comme je viens de le dire, 10 000 emplois nouveaux. Vous pourrez annoncer à Madame Samia Ghali qu'à partir des sorties d'école qui vont se faire d'ici la fin de l'année, ce sont 40 nouveaux policiers supplémentaires qui vont être réaffectés à Marseille. Nous allons commencer effectivement dans chaque ville à remettre un certain nombre de forces de l'ordre et je pense que dans 5 ans, nous aurons pu assurer les conditions de la sécurité du quotidien. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Pierre Charon pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, il y a urgence à Paris. L'annonce par le CIO de la qualification de Paris pour les JO de 2024 a été une bouffée d'air pur. Je dis bien une bouffée d'air pur, car la fermeture des voies sur berge a aggravé la pollution. Ainsi, l'Observatoire indépendant sur la fermeture des voies sur berge, dont Airparif, a rendu ses conclusions sans appel. Les dioxydes d'azote ont bien augmenté alors qu'ils reculaient depuis 10 ans. Ce type de mesure révèle que Paris n'est malheureusement pas prête pour ce grand rendez-vous sportif. À cause de certaines mesures prises par Anne Hidalgo, notre capitale devient une ville musée. Pourtant, les valeurs de l'olympisme, ce sont le mouvement et l'action, et non pas ce qui fossilise notre capitale. La circulation devient un exploit sportif, la seule discipline olympique, spécifiquement parisienne, sans parler des autres courses d'obstacles que subissent quotidiennement les Parisiens. Avec son écologie punitive, la maire de Paris pénalise les faibles. Cela fait fuir les Parisiens les plus modestes. La volonté d'interdire les véhicules diesel puis à essence n'est faite que pour satisfaire quelques bobos indispensables à la majorité municipale. L'économie de Paris est en péril sans une circulation efficace. Les Parisiens délaissent ainsi les petits et moyens commerces devenus inaccessibles. Nous sollicitons l'aide de l'État pour mettre fin à ces mesures d'asphyxie incompatibles avec cette qualité de capitale organisatrice des JO. Monsieur le ministre d'État, nous avons besoin de vous et du préfet de police. Qu'envisagez-vous pour que Paris reste cette ville lumière, ville attractive, face à ces mesures qui feront de Paris une des villes les plus embouteillées d'Europe? En matière de bouchons, monsieur le ministre, vous vous y connaissez. Je ne vous parle pas des bouchons lyonnais qui font la réputation de votre ville. Les voies sur berge, monsieur le Président. Il faut conclure. Portez le nom de Georges Pompidou. S'arrêtons d'emmerder les Parisiens. Monsieur le ministre d'État. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le sénateur Charon, vous auriez posé cette question à l'ancien maire de Lyon. Il aurait pu vous répondre. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est un peu, si je puis dire, démuni, dans la mesure où une loi du 28 février 2017 a conféré les principales compétences en matière de voirie à la mairie de Paris. Et donc, le préfet de Paris peut aujourd'hui faire un certain nombre de remarques, mais sauf sur les axes, on va dire, stratégiques, il est aujourd'hui démuni. Il peut donner un certain nombre de conseils, mais c'est aujourd'hui le maire de Paris et le conseil de Paris qui décident. Dans la perspective des Jeux olympiques, nous avons demandé, j'ai écrit personnellement à Madame la maire de Paris, d'avoir une réflexion globale sur l'ensemble de l'agglomération parisienne. En effet, comme vous le savez, les Jeux olympiques vont se dessiner à la fois sur Paris intramuros, mais également sur la première couronne. Et donc, il convient que nous ayons une réflexion globale sur les circulations
à l'intérieur de ce grand secteur si nous voulons réussir les Jeux Olympiques 2024. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Michel Forissier pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. La transition écologique est un des objectifs qui vous incombent, Monsieur le ministre. Les agences de l'eau doivent répondre à des défis d'une pertinence capitale pour l'avenir de l'humanité, à savoir adapter les politiques du changement climatique, atteindre 100% du bon état des eaux en 2027, réussir la prise en main de la GEMAPI par les collectivités, élargir nos compétences à la biodiversité et accompagner le financement du renouvellement des réseaux et lutter contre les fuites. Les arbitrages budgétaires du gouvernement sont en parfaite contradiction avec les objectifs fixés. En effet, la réduction des budgets successifs de l'ordre de 30%, la baisse des effectifs d'une part et l'augmentation de 25 à 50 millions pour le financement de l'Agence française pour la biodiversité et un nouveau prélèvement institué par l'Office national de la chasse et de la faune d'autre part, ne nous permettront plus d'atteindre les objectifs. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, revenir sur ces arbitrages et redonner aux agences de l'eau les moyens de remplir leur mission et d'atteindre leurs objectifs? Monsieur le ministre d'État, Monsieur Hulot. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Forissier, depuis que j'ai pris ces responsabilités, j'ai rencontré à 2 reprises l'ensemble des présidents et des directeurs des agences de l'eau. Ma conviction, qui ne coulait pas de source pour d'autres interlocuteurs, sans faire de mauvais jeu de mots, on ne va pas s'en priver, est que leur gouvernance par bassin a du sens et doit être préservée. Les agences, et vous l'avez évoqué, constituent un fantastique outil au service des politiques de l'eau, mais vous l'avez évoqué vous-même, et également de la biodiversité. Une fois qu'on a dit ça, il nous semble que des évolutions sont néanmoins nécessaires. D'abord, les agences doivent avoir un rôle pivot dans la politique de l'eau et de la biodiversité, et c'est bien dans cet esprit qu'elles vont financer désormais entièrement les opérateurs de la biodiversité, l'Agence française de la biodiversité, les parcs nationaux et, vous l'avez dit, l'ONCFS, parce que le lien est évident entre la gestion de l'eau et les écosystèmes. Vous m'interrogez sur les moyens. Ceux-ci sont quand même importants. Au titre du 11e programme, nous prévoyons quand même plus de 12,6 milliards d'euros sur 6 ans. Et c'est exactement une somme qui est intermédiaire par rapport aux 2 programmes précédents, 13,6 milliards pour le 10e programme et 11,4 milliards pour le 9e programme. Pour l'année 2018, le plafond des redevances qui pourront être versées aux agences de l'eau devait être baissé. Il a été remonté de 2,28 milliards d'euros à la demande des députés. En contrepartie de cette hausse du plafond qui était demandée par les agences, on a reconduit le prélèvement sur leur fonds de roulement 200 millions d'euros, ce qui est à rapprocher de leur trésorerie abondante par ailleurs de 760 millions d'euros. Voilà, la situation est cependant variable suivant les bassins. Sachez en tout cas que je veillerai à permettre à chacune de ces agences d'exercer pleinement ses missions dans le cadre de ce 11e programme. Monsieur Forissier. Monsieur le ministre, je suis profondément déçu par votre réponse. Et puisqu'on en est au jeu de mots, je vais vous dire, Monsieur le ministre, même si pour l'instant en France on ne manque pas d'eau, je crains qu'à force d'avaler des couleuvres, vous preniez le risque de manquer d'air. Pour moi, vous savez, l'amendement qui a été présenté par le gouvernement au débat de l'Assemblée nationale est un leurre, parce qu'il apporte un prélèvement supplémentaire au profit direct de l'État de 200 millions d'euros pour 2018. Alors on donne un peu d'air maintenant et on le reprend après. Pour nous, Monsieur le ministre, l'eau est source de vie, élément indispensable pour l'existence de l'homme sur la Terre et ne doit pas être considérée comme une base de fiscalité servant de facteur d'équilibre pour le budget de l'État. Cette conception est un retour au Moyen-Âge où était prélevé l'impôt sur le sel, symbole de l'archaïsme de la fiscalité. L'eau est au contraire un bien commun qui doit être préservé comme patrimoine essentiel pour l'humanité. Merci.
La parole est maintenant à notre collègue Annie Delmont-Koropoulis pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Mes très chers collègues, ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, le 13 octobre dernier, votre gouvernement a présenté son plan de renforcement de l'accès territorial aux soins, ce qui a donné l'occasion à Monsieur le Premier ministre de déclarer que chaque citoyen doit avoir accès à une médecine de qualité, quel que soit l'endroit où il vit. De trop nombreux territoires où la densité médicale est inférieure de 30% à la moyenne nationale souffrent d'inégalités d'accès à la santé. La Seine-Saint-Denis se trouve même dans une situation critique. Ce département manque cruellement de médecins et 45% d'entre eux sont âgés de plus de 60 ans. Cette situation est la même dans de nombreux départements ruraux. Le projet de modification de zonage ambulatoire pour l'aide à l'installation des médecins récemment présenté ne fait qu'aggraver notre inquiétude. Les nouveaux critères d'accessibilité ne rendent pas compte de la situation réelle des territoires. Par exemple, des communes aisées de l'ouest parisien sont favorisées, alors que les territoires fragilisés du nord-est francilien ne sont pas considérés comme des zones prioritaires. Vous n'avez pas comptabilisé les médecins de secteur 2, ce qui fausse votre résultat. Dans les zones en difficulté, qu'elles soient rurales ou urbaines, il n'y a souvent que les médecins libéraux en secteur 1 qui exercent. Ce sont eux qui incarnent la médecine de proximité. Madame la ministre, ma question est la suivante. Est-ce que la lutte contre l'inégalité d'accès aux soins de proximité dont souffre tant la Seine-Saint-Denis fait réellement partie de vos priorités, ou bien allez-vous se laisser mettre en place une médecine à 2 vitesses où les plus démunis seront laissés pour compte? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Je voudrais de nouveau excuser Madame Buzyn, qui est toujours au banc à l'Assemblée nationale pour défendre le PLFSS. Et je voudrais, puisque les ministres n'ont pas le droit de réplique, rappeler que sur la question précédente, penser qu'il y a des solutions informatiques à tout aurait pu nous éclairer quand on a mis en place dans ce pays un logiciel qui s'appelle Louvois. En 2011 et en 2021, on sortira enfin de cette difficulté. Permettez-moi, plus globalement, de penser que c'est justement non pas des solutions informatiques qu'il nous faut inventer sur des sujets aussi essentiels que la présence médicale partout en France, que ce soit dans la ruralité ou dans n'importe quel quartier de votre département d'Île-de-France. Il faut trouver des solutions appliquées au terrain. Il faut faire confiance à l'intelligence collective du territoire. Il ne faut pas penser à la coercition. Certains imaginent qu'on pourrait imposer des présences, imposer des installations médicales pour les jeunes médecins. Ce serait faire fuir l'installation de médecins et l'engagement dans la profession de médecin. Mais à l'inverse, nous voulons chercher au plus près du terrain toutes les solutions. À travers un plan ambitieux qu'a présenté le Premier ministre et Madame la ministre de la Santé, qui se construit autour de la volonté de renforcer les coopérations, notamment en doublant le nombre de maisons de la santé. Elles ont fait leurs preuves. Elle marche, elle fonctionne. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas penser que c'est la solution à tout, mais c'est un élément important. Et dans les quartiers comme dans la ruralité, il faut renforcer ce dispositif. Il faut aussi développer les capacités d'intervention sur l'ensemble de la chaîne médicale. Et le dispositif Azalée, qui permet aux infirmiers et aux infirmières de prendre en charge des maladies chroniques sous l'autorité d'un médecin, doit permettre aussi d'alléger sur certaines fonctions la charge de travail des médecins. Il faut aussi développer les pratiques avancées qui sont essentielles et qui permettront à des professionnels d'exercer au-delà de leur spécialité initiale. Dans le même esprit, nous voulons encourager l'innovation, et notamment la télémédecine par la possibilité de rémunérer le médecin qui fait un acte à travers la télémédecine. Et nous voulons plus d'incitation en simplifiant la vie administrative des médecins pour qu'ils passent l'essentiel de leur activité, non pas à faire de la paperasse, mais à accompagner les femmes et les hommes dans vos quartiers, comme dans l'ensemble de la France rurale, pour faire en sorte qu'on puisse améliorer et garantir un vrai accès aux soins. Ma chère collègue, pour quelques secondes. Merci, Monsieur le Ministre. J'espère donc que vous ne maintiendrez pas les critères que j'ai pointés du doigt et qui conduisent à une situation inégalitaire. J'en appellerai toujours à l'application du principe d'équité qui seul peut endiguer l'inégalité d'accès aux soins dans les territoires fragilisés.
Un exemple supplémentaire, le démantèlement programmé de l'hôpital Jean Verdier de Bondy, pour lequel tous les élus de Seine-Saint-Denis, toutes tendances confondues, sont en alerte et seront vigilants pour que l'accès aux soins soit garanti sur le territoire. La défense de la santé n'a pas de couleur politique. Elle doit se garder des solutions technocratiques. Merci. Mes chers collègues, les prochaines questions d'actualité auront lieu le 31 octobre à 16h45. Je remercie Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres de leur présence. Je vais pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek qui a suivi cette séance pour nous depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, on a retenu pas mal de passes d'armes aujourd'hui, notamment autour de la question du logement. Absolument Delphine, une séance chargée, une séance roborative. Et puis cette question, vous l'avez entendu, vous l'avez dit, de Dominique Estrosi Sassone sur la politique du logement, des mesures injustes à l'emporte-pièce. La baisse imposée au HLM est mortifère. Êtes-vous prêt à revoir votre copie, a demandé la sénatrice des Alpes-Maritimes. Pour lui répondre, Julien Denormandie a rappelé l'esprit de sa réforme du logement, améliorer les capacités de financement des bailleurs sociaux. Et puis, autre question, autre thème, avec deux questions, la santé, avec cette question du socialiste Bernard Jomier sur l'abandon du tiers payant généralisé, annoncé la semaine dernière. Le tiers payant qui ne sera pas mis en place au 1er décembre. Impossibilité technique, problème informatique, lui a répondu Christophe Castaner. Agnès Buzyn la ministre de la Santé présentera un plan d'action de mise en œuvre dans quelques jours, a annoncé le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Et puis enfin la violence à Marseille. Je suis inquiet pour la deuxième ville de France. Où sont les moyens que le gouvernement est-il prêt à mettre en œuvre? C'était une question de la socialiste Samia Ghali. Nous allons créer 10 000 postes au cours des 5 prochaines années. Nous allons commencer à remettre dans chaque ville des policiers pour assurer à chacun la sécurité du quotidien, lui a répondu le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Voilà Delphine pour cette séance de questions d'actualité. Merci à vous, Saveria, pour cette synthèse. Et on va continuer le décryptage et l'analyse de cette séance avec mon invité, Fabienne Keller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice LR du Bas-Rhin. Peut-être une première réaction avec vous. On vient d'apprendre, c'est la haute autorité qui vient de le confirmer. Il n'y aura que 3 candidats pour la présidence du parti Les Républicains. Daniel Fasquelle n'a pas réussi à obtenir les parrainages suffisants pour se présenter. Votre réaction? La barre était assez haute, avec 2300 et quelques adhérents à jour de cotisation avec des règles assez lourdes à mettre en œuvre. C'est probablement un peu dommage qu'avec un seuil aussi élevé, il n'y ait pas eu une plus grande diversité de candidats. Oui, est-ce que toutes les sensibilités politiques, tous les courants sont représentés à travers les 3 candidats qui restent? On le verra un peu mieux au fur et à mesure que les débats se développeront, mais à nouveau le seuil relativement élevé a probablement limité la diversité des candidats. Oui, Laurent Wauquiez, on dit qu'il fait la course un peu en solitaire, c'est le favori. Quel regard portez-vous sur sa campagne? Laurent Wauquiez est de fait à la tête du siège et des services parce qu'avant il était président délégué il avait un titre déjà, il était numéro 2 ou 3. Et quand François Fillon est parti, il s'est retrouvé de fait en situation de quasi-direction aux côtés de Bernard Accoyer. Donc il a les fichiers, il maîtrise le système. Il a un appareil qui est à sa disposition, donc le combat n'est pas très égalitaire. Et puis franchement, encore mardi, au dernier bureau politique, il a l'attitude de quelqu'un qui est chez lui et qui dit les choses. Il est en position de force, il représente une idéologie peut-être plutôt droitière. Quelle est votre analyse ? Moi, j'ai rejoint l'UMP, devenu les Républicains. C'était un grand mouvement fédérant des centristes, libéraux, jusqu'à la droite, mais respectueuse de cette ligne rouge posée avec le Front National. Depuis mardi, les choses apparaissent un peu différentes, même très clairement différentes. On a fait le choix d'exclure les constructifs. Et de l'autre côté, il n'y a pas eu la clarification demandée par plusieurs sur Sens commun, alors que Sens commun, je le rappelle, à travers son président, a proposé à Marion Maréchal Le Pen de construire une plateforme commune. Donc c'est clairement un glissement sur la droite, un non-respect d'une valeur forte
du mouvement, qui est le refus de toute négociation, de toute compromission avec le Front National. Et on l'a vu hier soir, Laurent Wauquiez a, en première partie, un discours assez rassembleur, mais en fin de discours, un discours très à droite, ce qui est sa nouvelle posture. Hein. Il a progressivement évolué du centre vers une droite dure. Merci Fabienne Keller. On va continuer d'analyser ces questions d'actualité ensemble, mais on va retrouver Michaël Zamès. Vous le savez, c'est le principe de cette émission avec la secrétaire d'État, Brune Poirson. Absolument, Brune Poirson. Il y a eu une question d'actualité, notamment qui vous a été posée. Bon, vous avez répondu effectivement sur Paris, sur le Grand Paris. Moi, je voudrais vous poser une question sur le CETA. C'est cet accord économique entre l'Europe et le Canada. Il y a eu beaucoup de discussions cette semaine et le gouvernement a répondu favorablement à plusieurs attentes, notamment de La République En Marche, sur une question qui s'appelle le veto climatique. Est-ce que vous pouvez nous détailler en quelques secondes exactement de quoi est-ce qu'il s'agit ? Le gouvernement a présenté hier un plan d'action de mise en œuvre du CETA. Et le but, c'était de ce plan d'action, c'est de donner des réponses concrètes à certaines des inquiétudes des parties prenantes et des Français dans la mise en œuvre justement de cet accord commercial entre la France et entre l'Union européenne et le Canada. Et une de ces garanties est le veto climatique. Et c'est une forme de veto climatique qui vise en réalité, si jamais il y a un différend entre dans le cadre d'un échange commercial entre la France et le Canada, le but est de garantir qu'un investisseur ne puisse pas attaquer la France au nom d'une norme environnementale. Et le but est donc de protéger les normes environnementales françaises et européennes. C'est une avancée majeure et très importante. Et très sincèrement, quelles sont les capacités de la France aujourd'hui à réécrire ce traité qui est quasiment déjà acté ? Il ne s'agit en aucun cas de réécrire ce traité puisqu'il est rentré en application de façon provisoire le 21 septembre dernier. Il s'agit au contraire plutôt de répondre à certaines des occasions manquées dans ce traité-là et notamment en termes de prise en compte du développement durable. La commission d'experts l'a précisé dans le rapport qui avait été commandé par le président de la République et qui visait à analyser les conséquences du CETA, notamment sur l'environnement. On parlait plutôt d'occasions manquées. Donc il ne s'agit pas de renégocier le traité, mais au contraire d'aller chercher de nouvelles garanties environnementales avec nos partenaires canadiens. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. À nos côtés, à présent, le ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb. Merci de répondre à nos questions. Question importante, il y a eu un incendie à nouveau qui a touché une gendarmerie. C'est à Méran, en Isère. Les gendarmes ont peur, c'est ce qu'on a entendu dans les témoignages. Les femmes de gendarmes ont peur, elles ont été prises pour cible. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui ? C'est la troisième gendarmerie auquel le feu est mis, à la fois à Limoges, à Grenoble, à Mélan. Donc évidemment, il y a un problème sur lequel nous sommes en train de travailler. Un certain nombre de groupes ont décidé apparemment de cibler nos gendarmeries. Quel groupe, monsieur le ministre ? Nous sommes en train de travailler. Moi, je ne veux rien dire avant que les choses ne soient prouvées. Les gendarmes travaillent eux-mêmes. Mais vous voyez, par exemple, sur Grenoble, ça veut dire que ce sont les gendarmes qui sont en train d'étudier la disparition de la petite Maëlys, qui sont empêchés dans leur travail. Nous avons des forces considérables, 300 personnes qui enquêtent sur cette affaire. Donc laissons travailler celles et ceux qui veulent mettre fin aux disparitions d'enfants. Je reviendrai sur cette affaire de Maëlys, bien entendu, parce qu'il y a eu de l'actualité cette semaine. Juste d'un mot, Laurent Wauquiez dit, président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, dit cet après-midi que vous n'avez pas la main sur votre ministère et qu'il y a un fort de laisser faire. Que répondez-vous au président, au futur peut-être président des LR ? Je pense, si vous voulez, que le général commandant la gendarmerie, le général Lizuret, est quelqu'un d'assez ordonné avec des gendarmes qui aujourd'hui sont très puissants sur le terrain. Interrogez tous les élus, ils vous diront qu'ils sont confiants dans leur gendarmerie. La question était sur Laurent Wauquiez, vous l'avez bien compris. Peut-être que vous ne voulez pas répondre, mais la question est qu'un homme politique dit aujourd'hui d'un représentant des LR, dit que vous n'avez pas la main sur votre gendarmerie. Écoutez, Monsieur Wauquiez juge par lui-même. Apparemment, dans sa conquête de l'appareil politique des Républicains, il a choisi de se positionner à droite toute. Donc il va reprendre un certain nombre de thèmes sécuritaires, qu'il fasse comme il veut. Mais je doute
que cela convainque l'ensemble du pays et que ce soit la bonne voie. Nous travaillons pour l'intérêt général de la France, pour assurer la sécurité dans nos quartiers. Nous travaillons sur la police de sécurité du quotidien. Nous avons fait passer une loi que vous avez vue au Sénat sur l'amélioration de la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Voilà, nous faisons notre travail au service des Français. D'un mot, vous parliez de l'affaire Maëlys. Il y a eu un rapport tendu cette semaine entre la gendarmerie et le parquet. Comment vous avez analysé ça, vous ? Mais nous voulons avoir des rapports qui soient excellents entre les forces de sécurité et puis la justice. Nous en avons parlé hier avec Madame la garde des Sceaux. Nous ferons tout, et vous le verrez dans les prochains jours, pour qu'effectivement on voit que sous ce gouvernement, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice travaillent ensemble. Donc des actions communes à mener dès les prochains jours ? Oui, dès les prochains jours. Nous sommes en train de travailler ensemble sur la réforme de la procédure pénale et nous voulons que cesse cette opposition chronique entre les forces de sécurité et puis le monde judiciaire. Cela ne nous semble pas correspondre à la situation d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. À tout à l'heure, Delphine. Merci beaucoup, Mickaël. J'accueille Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice socialiste de Paris, qui nous a rejoint sur ce plateau. On va revenir ensemble sur les temps forts des questions d'actualité. Justement, je vous propose d'écouter la passe d'armes qui a eu lieu entre le sénateur LR de Paris, Pierre Charon, et Gérard Collomb. Avec son écologie punitive, la maire de Paris pénalise les faibles. Cela fait fuir les Parisiens les plus modestes. La volonté d'interdire les véhicules diesel puis à essence n'est faite que pour satisfaire quelques bobos indispensables à la majorité municipale. L'économie de Paris est en péril sans une circulation efficace. Les Parisiens délaissent ainsi les petits et moyens commerces devenus inaccessibles. Nous sollicitons l'aide de l'État pour mettre fin à ces mesures d'asphyxie incompatible avec cette qualité de capitale organisatrice des JO. Monsieur le ministre d'État, nous avons besoin de vous. Vous auriez posé cette question à l'ancien maire de Lyon. Il aurait pu vous répondre. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est un peu, si je puis dire, démuni, dans la mesure où une loi du 28 février 2017 a conféré les principales compétences en matière de voirie à la mairie de Paris. Et donc, le préfet de Paris peut aujourd'hui faire un certain nombre de remarques, mais sauf sur les axes, on va dire, stratégiques, il est aujourd'hui démuni. Alors, mesdames, avant de nous faire réagir, on retourne salle des conférences avec vous, Mickaël Zamès, à votre micro. Julien de Normandie, secrétaire d'État en charge du logement, aux côtés de Jacques Mézard. Absolument, avec un grand débat sur le logement qui va avoir lieu dans quelques minutes dans l'hémicycle. Il y a eu beaucoup d'interpellations, on entend sur le logement, sur les APL notamment, mais il n'y a pas que les APL, parce que vous avez tout à l'heure parlé des bailleurs, des HLM qui ont été mis également dans l'œil du collimateur finalement du gouvernement. C'est vrai, ils sont dans le collimateur ? Non, les bailleurs sociaux ne sont absolument pas dans le collimateur du gouvernement, absolument pas. Qu'est-ce que le gouvernement essaye de faire ? Aujourd'hui en France, vous avez un véritable problème de manque de logements sociaux. Vous avez à peu près 4,5 millions de ménages qui habitent dans des logements sociaux, mais il y a à peu près 1,5 million de ménages qui, eux, sont en attente d'avoir un logement social. Et donc, on construit, et d'ailleurs on construit avec les bailleurs sociaux, une véritable réforme pour créer plus de mobilité au sein du parc social, pour permettre à certains habitants dans ce parc social de devenir propriétaires, pour permettre également aux bailleurs sociaux de plus construire. Mais également, on travaille avec les bailleurs sociaux pour essayer d'éviter, vous savez, cette progression incessante des aides personnalisées au logement. Ces APL, comme on dit, elles ont énormément progressé ces dernières années. Elles sont passées de 14 milliards à 18 milliards. Et donc, on travaille avec eux également pour voir comment on peut construire un système plus efficace, plus juste au bénéfice des locataires. Vous avez lancé également un grand plan pour la politique de la ville. Vous vous rappelez qu'il y a une dizaine de jours, il y a eu ce grand rendez-vous à Grigny. On dit que la politique de la ville, c'est le grand oublié du gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Vous savez, moi j'ai fait la campagne présidentielle au premier jour avec Emmanuel Macron.
La politique de la ville et les quartiers, ils ont été au cœur de tout notre projet présidentiel et aujourd'hui c'est l'une des priorités du gouvernement. C'est vraiment une priorité très forte. Il y a eu cet appel de Grigny quelques jours auparavant avec Jacques Mézard où on lançait les 40 ans de la politique de la ville parce que ça fait 40 ans qu'une politique dédiée au quartier a été créée. Ce lancement, ça n'était qu'une première étape. On travaille tous les jours avec les associations, avec les élus locaux pour voir comment on améliore le quotidien avec des actions très concrètes. On a réussi à maintenir tous les budgets de la politique de la ville sur la durée du quinquennat. C'est par exemple 8000 associations qui seront financées l'année prochaine. C'est 4000 adultes relais, ces gens et femmes et hommes qui travaillent par exemple pour faire de la médiation. C'est 1 milliard d'euros qu'on met sur la rénovation urbaine également. Et puis surtout, ma conviction, c'est qu'une politique de la ville efficace, c'est une politique de la ville qui est transversale. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que le ministère de la cohésion des territoires, ça concerne l'éducation. On appelle l'interministériel, c'est un peu ça. Ça s'appelle l'interministériel et certains maires appellent ça une politique de droit commun. Et je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire que quand on fait une politique, par exemple, dans le système éducatif, il faut que cette politique ait un volet particulier au bénéfice des quartiers. C'est par exemple le doublement des classes en zone dite REP+, pour le CP qui est déjà mis en œuvre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Julien de Normandie. On va donc écouter un petit peu ce qui va se dire dans l'hémicycle avec ce débat sur le logement. Merci. Merci à vous, Mickaël Zamès. Marie-Pierre de La Gontrie, une réaction sur ce qu'on a entendu. Cette politique en matière de lutte contre la pollution d'Anne Hidalgo, elle reste toujours très contestée. Ça passe mal auprès des Parisiens. Comment l'expliquez-vous ? Ah non, je crois que ça passe mal auprès de Pierre Charon qu'on vient d'entendre. Je pense que vous n'avez pas les bonnes informations en pensant que ça passe mal auprès des Parisiens. Parce que il faut bien comprendre que les Parisiens souffrent de la pollution et ont, en quelques années, transformé leur jugement. Moi, ça m'a frappé lorsqu'on a eu des épisodes, vous vous souvenez, où était réclamée la circulation alternée, par exemple. Je me souviens très bien que, en tant qu'élu, on s'attend toujours à se faire un peu alpaguer par des personnes qui vont râler pour une décision que vous avez prise ou pas prise. Bien. Et on était priés de mettre en place rapidement la circulation alternée parce que les gens ont des enfants, voient bien comment, enfin tous ceux qui ont des enfants petits voient bien comment ils ont des problèmes de santé, des problèmes de bronchite asthmatiforme, etc. Donc les Parisiens sont très preneurs de ça. Il ne faut pas confondre avec le point de vue de la droite parisienne, pas toute la droite d'ailleurs. Pas toute la droite, parce que certains ont très bien compris que la marche de l'histoire pour les villes, les métropoles denses, c'était de mettre en place des processus de lutte contre la pollution. Et on l'a vu il y a quelques jours avec les engagements communs qu'ont pris des villes comme Londres, Tokyo, voilà, donc toutes les grandes métropoles très denses, urbaines évidemment, du monde, savent qu'elles doivent faire face à ce type de défi pour l'avenir. Oui, il faut faire preuve de pédagogie aussi pour que les Français se désintoxiquent de la voiture, Fabienne Keller. Alors je crois que la question de la pollution de l'air, comme ça vient d'être dit, est prise en compte de mieux en mieux par nos concitoyens parce qu'il y a de plus en plus d'études qui expliquent les décès prématurés. Il y a des études épidémiologiques qui le démontrent, l'impact sur la santé, donc c'est partagé. Alors quelles sont les réponses ? La qualité de l'air, c'est compliqué parce que c'est partagé, tout le monde peut polluer l'air. Les gens ont besoin de circuler pour aller au travail, pour suivre les études, et ils vivent les mesures prises à Paris comme punitive. Comment est-ce qu'on peut encourager les gens à choisir des modes de transport plus simples, plus doux, plus complémentaires ? C'est un sujet à Paris, mais aussi dans l'ensemble du territoire. C'est un changement d'habitude, mais peut-être aussi des propositions à faire de transport, de chaînage de transport, qui permettent aux gens de ne pas transformer leur trajet en galère. C'est tout le défi de faire des propositions plus positive. Moi, je viens de Strasbourg, par exemple, où le vélo électrique constitue une solution soit en soi-même, soit comme outil de rabattement vers des modes de transport plus lourds. Oui, il ne faut pas, excusez-moi, mais je trouve que je suis élu de Paris et il ne faut pas penser que les Parisiens vivent ça comme des mesures punitives, parce qu'il faut savoir que un Parisien sur deux n'a pas de voiture, donc ce n'est pas un sujet pour lui, et que il y a la question des Parisiens intramuros, c'est aussi des Franciliens qui viennent travailler Parisiens. Non, mais je réponds à Mme Keller. 10% des Parisiens utilisent leur voiture dans la journée. Donc
et en revanche, si vous allez, j'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent, si vous allez le long des berges de Seine, vous verrez très vite, pour peu qu'il y ait un rayon de soleil, que les Parisiens sont extrêmement heureux de la façon dont on a transformé la ville. Donc après, on a la question des transports en commun, qui sont, à Paris, il faut quand même en être conscient, extrêmement bien développés. Ils sont parfois un peu vieillots. Donc la question que vous posez, qui est juste, hein, et vous connaissez bien les expériences municipales et métropolitaines, c'est plutôt la question autour, c'est-à-dire comment fait-on pour que, moi j'ai été élu régional jusqu'à il y a 15 jours, pendant 15 ans j'étais vice-présidente de la région Île-de-France. La question c'est aussi toujours et toujours, ce qu'on fait depuis des années, hein, tous, gauche, droite, etc., d'améliorer le réseau de transport qui est tout autour, qui est déjà extrêmement développé, d'où d'ailleurs les questions qui ont été posées aujourd'hui sur le Grand Paris Express, parce qu'on est une métropole au sens large de 8 millions d'habitants. Oui. C'est bien la question. La ville-centre, comme les métropoles, doivent tenir compte, prendre en compte, respecter les personnes qui habitent autour et qui ont besoin de venir vers la ville, soit parce qu'ils sont artisans, soit parce que ça correspond à leur déplacement, soit parce qu'ils ont une personne à transporter qui ne peut pas prendre les transports en commun. Il faut aussi comprendre que la réalité des transports en commun, enfin du métro ou du RER, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant d'accessibilité. Ce ne sera pas le cas, ce n'est pas possible pour le métro. Donc c'est la prise en compte de tout le monde. Or, aujourd'hui, cette pollution de l'air, elle est gérée par territoire. Donc la question, c'est une bonne... Excusez-moi, ce n'est pas exact. Je termine. C'est une bonne... Ce n'est pas exact. Coordination. Sinon, ce qu'on observe dans les grandes villes du monde, c'est des reports qui ne se traduisent pas par une amélioration de la qualité de l'air à la hauteur du défi qui est le nôtre, puisque la mobilité progresse. Et donc cette question du bien partagé, qu'est l'air qu'on respire tous, c'est un sujet qu'il faut piloter l'ensemble des territoires réunis dans ce même objectif. Oui, si je vous ai interrompu, c'est que je vous dis que ce n'est pas exact parce que, vous le savez, est née depuis maintenant un peu plus d'1 an la métropole du Grand Paris. Et c'est bien parce qu'il fallait appréhender toute une série de questions, pas que celle-là évidemment, mais aussi la question du logement, enfin d'autres questions, de manière beaucoup plus large que la question simplement communale du périmètre de Paris, que cette métropole aussi est née. Donc tout ça est juste, mais on avance. On avance, mais vous le savez très bien, tout ça est parfois long, lent, et puis il faut rompre avec un certain nombre de raideurs, parfois, y compris de certaines collectivités. Mais bon, oui, il faut être ambitieux. Et regardons ce défi de la qualité de l'air tous ensemble. La gouvernance, le pilotage, aujourd'hui n'est pas bien structuré, et les efforts de chacun ne sont pas suffisants pour améliorer la qualité de l'air. J'ai fait des rapports sur ce sujet, je vous invite à prendre en compte la dimension objectif partagé, de manière à offrir des conditions de vie en bonne santé dans ces territoires denses dans lesquels nous leur proposons de vivre. Oui. Marie-Pierre de La Gontrie, on va parler aussi du logement, parce qu'on a eu beaucoup de questions cet après-midi sur ce thème. Les bailleurs sociaux sont inquiets de la baisse des APL, mais aussi de la baisse des loyers. Du coup, ils ont décidé de reporter leurs opérations de construction, de rénovation. On a entendu Dominique Estrosi Sassone s'inquiéter elle aussi pour la politique en matière de logement menée par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a bien vu, c'était un petit peu d'ailleurs la tonalité générale de ces questions au gouvernement cet après-midi, c'est qu'à chaque fois, que ce soit sur les travailleurs détachés, sur effectivement la question du logement ou sur d'autres sujets, à chaque fois c'est mieux que si c'était pire, etc. Sur le logement, on a ce jeune ministre très convaincu, visiblement, Monsieur de Normandie, qui a régulièrement des questions sur ce point-là et qui semble ici, en tout cas, faire l'unanimité, tout champ politique confondu. Nous avions eu le feuilleton l'été de la baisse de 5 € des APL avec le succès que l'on sait. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que cette injonction gouvernementale de diminuer de manière assez sensible le montant des loyers, si cela a été réalisé, ça veut dire qu'il y a un problème de recettes des organismes HLM. Et comment fait-on lorsqu'on n'a plus de recettes ? Eh bien, on coupe sur ce qui peut attendre. Le problème, c'est que ce qui peut attendre dans ce genre de structure, ça ne peut pas forcément attendre. Donc c'est de la construction, bien sûr, mais pas que. C'est de l'entretien, c'est de la rénovation. Ça veut dire, mais vos confrères font beaucoup de papier là-dessus, et c'est tout ça qui inquiète. Et encore une fois, parce que les maires sont toujours présidents de leur organisme HLM, et donc voient bien de manière très concrète ce que ça va vouloir dire sur leur territoire. Donc l'inquiétude, elle est générale. Vous êtes inquiète, Fabienne Keller, de la politique en matière de logement menée par le gouvernement ? Alors, moi, j'ai envie de distinguer la forme, la présentation de ces 5 € de baisse des APL, des baisses de loyer attendues, qui a été maladroite et peu expliquée au cœur de l'été, du fond
qui est la situation du logement en France. Nous sommes un des pays les plus chers en Europe. Nous dépensons énormément en aide, 18 milliards d'aides au logement, qui n'ont cessé de progresser au cours des dernières décennies, alors qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui sont en difficulté d'accès au logement. Donc il faut changer de politique. C'est vrai que le gouvernement a tardé à dire qu'il fallait faire une remise à plat plus globale. Maintenant, le signal donné à l'apaisement de la hausse des loyers est utile aussi pour permettre à tout le monde d'accéder à un logement. Sur les opérateurs HLM, c'est une question de respect des structures. Et c'est vrai que moi aussi, je partage l'inquiétude de leur prélèvement qui serait exercé sur leurs fonds propres qui leur sert à investir. Merci Marie-Pierre de La Gontrie. Fin de cette édition, l'épreuve de vérité tout à l'heure à suivre à 18h30 avec comme invité le président du Sénat, Gérard Larcher. Deux films, un débat qui prennent le pouls de notre monde. Tout d'abord, par quel subterfuge le Troisième Reich a-t-il pu financer sa machine de guerre dès l'accession d'Hitler au pouvoir? Dans chaque pays conquis, les nazis pillent or, œuvres d'art, font des banques centrales et échangent ces valeurs colossales avec l'aide de la Suisse. Le petit État, prétendument neutre, va jouer le rôle de bureau de change du Troisième Reich. Enfin, retour sur la campagne présidentielle, récit de ces derniers mois de pouvoir sur fond de campagne et débat. Le PS est-il mort? C'est le programme d'un Monde en Doc. Un Monde en Doc, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Olivier Faure, député de la Seine-et-Marne et président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, est l'invité de Questions d'info cette semaine. Questions d'info, présentée par Frédéric Aziza en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, ce soir à 20h30. Les députés maires, c'est bel et bien terminé. Aujourd'hui, il faut choisir. Arnaud Robinet est député de la Marne depuis 2008. Il est aussi maire de Reims depuis 3 ans. Il a décidé de garder sa mairie et ne sera donc pas candidat aux législatives. Moi, j'aime le contact, j'aime la proximité et je me sens beaucoup plus utile en étant maire de Reims qu'en étant député. Je considère que j'ai eu l'occasion et la chance d'être député durant 2 mandats, un dans la majorité, un dans l'opposition, et qu'il était normal, au bout de 2 mandats, de passer la main à quelqu'un d'autre. La loi sur le non-cumul des mandats a été longtemps contestée, à droite comme à gauche. Cette année, elle entre enfin en vigueur. Impossible aussi d'être député et président d'un conseil régional, départemental ou d'une agglomération. Environ 40% des députés de l'Assemblée sortante sont concernés par le cumul des mandats. Ils ont donc dû choisir. Certains ont même attendu le dernier moment, quasiment jusqu'à la clôture des candidatures le 19 mai. Plus de 60 députés Les Républicains sur 196, soit un tiers du groupe dans l'hémicycle, ont décidé de ne pas se représenter et donc de garder leur mandat local. Au Parti socialiste, 18 députés préfèrent quitter le Palais Bourbon. Le PS avait pris les devants dès 2012 en demandant aux candidats de choisir. Députés, témoins et experts. Pour aborder l'actualité sous un autre angle. Des questions sans concession. Les députés poursuivent l'examen de projets. Rassemblés pour débattre. Sur les enjeux politiques et sociétaux qui nous questionnent. La politique, la vraie.